Imaginons la scène. On est vendredi soir, la nuit tombe, l'ordinateur de bureau est encore allumé. Ouais, le fameux vendredi soir où on est complètement lessivé. Voilà. On a travaillé facilement 60 heures cette semaine. On a répondu à absolument chaque email dans les 5 minutes chrono. Avec la petite notification qui rend bien accro. C'est ça. On a coché méticuleusement toutes les cases de notre liste de tâches. On a même explosé tous les indicateurs de performance fixés par la direction. Le rêve de tout manager, en fait. Sur le papier, oui. Mais le truc, c'est qu'en fermant cet ordinateur, on est soudainement frappé par une réalisation glaçante, une sensation de vide. Ah, ce moment où on se dit que tout ça n'a servi à rien. Exactement. Ce travail n'a aucun sens. On réalise que rien de véritablement important n'a été accompli. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans notre plongée au cœur de ces concepts. Une exploration qui, pour le coup, va pas mal bousculer nos habitudes. Absolument. On va voir pourquoi le fait d'être hautement productif est en réalité, et de façon très contre-intuitive d'ailleurs, le piège absolu de notre époque. L'objectif, c'est de comprendre comment s'échapper de ce brassage d'air permanent. C'est vraiment l'illusion d'avancer alors qu'on fait du surplace, tu sais. Et ça s'explique très bien par la façon dont notre cerveau est câblé. C'est une histoire de chimie interne, c'est ça? Complètement. D'un point de vue neurologique, on est accro à la dopamine, cette petite décharge de plaisir générée par l'achèvement des tâches minuscules. Genre classer un email ou remplir une cellule Excel. Voilà. Répondre à un message de bas niveau, ça offre une gratification immédiate. Le problème, c'est que cette activité frénétique devient petit à petit une mesure de notre valeur personnelle. On confond l'agitation avec l'impact. Exactement. On confond le mouvement avec la direction. C'est ce que l'ouvrage qu'on analyse aujourd'hui appelle la fausse productivité. En gros, on optimise à l'extrême des processus qui, au fond, Qui ne mériterait même pas d'exister. c'est exactement ça. Et pour sortir de cet épuisement, la solution n'est vraiment pas de télécharger une énième application de gestion du temps. Ah ça non, ça rajoute juste une couche de stress. La vraie promesse des idées qu'on explore aujourd'hui, c'est qu'il faut interroger la nature même des tâches qu'on accepte de faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de poser une démission dramatique ou de partir élever des chèvres dans le Larzac pour trouver du sens. Heureusement d'ailleurs. Bah oui, ça s'applique à la réalité quotidienne d'un bureau tout à fait normal. Mais pour démêler tout ça, il faut d'abord admettre une vérité fondamentale. Toutes les heures de travail ne se valent absolument pas. C'est la base de tout. D'après les recherches sur le design du travail, il existe une typologie très précise de ce qu'on fait de nos journées. Oui, on s'appuie beaucoup sur les travaux de penseurs comme le designer Milton Glaser pour ça. Il y a un spectre divisé en 3 catégories, non? C'est ça. C'est une classification essentielle. À la base, tout en bas, on trouve ce qu'on appelle le mauvais travail. Ah, le fameux mauvais travail. On le connaît tous trop bien celui-là. Tu m'étonnes. Ce sont ces tâches qui drainent littéralement la force vitale. La bureaucratie absurde, tu vois? Les réunions où la moitié des gens scrollent sur leur téléphone sous la table, Ouais. Ou les rapports de 50 pages que personne, absolument personne, ne lit jamais. c'est le trou noir de l'énergie. Et juste au-dessus, on a quoi? Ensuite, on passe au bon travail. Et ça, c'est le cœur du réacteur pour la plupart des gens. C'est un travail qui est familier, qui est efficace. C'est le travail pour lequel on a été embauché, en fait. Voilà, c'est utile, ça fait tourner la machine et, soyons honnêtes, ça paye les factures. D'accord. Mais il y a un troisième niveau. Le sommet de la pyramide, le grand travail, ou le travail d'exception. C'est celui qui redéfinit les règles, qui apporte un sens profond. C'est là qu'on trouve ce fameux état de flow de concentration absolue. Exactement. C'est le travail qui nous inspire et qui nous pousse à nous dépasser. Mais du coup, je me fais un peu l'avocat du diable. Pourquoi le bon travail, ça suffirait pas? Comment ça? Bah, c'est ce que nos contrats de travail exigent, non? Si quelqu'un fait du bon travail toute la journée de manière hyper fiable, c'est le scénario idéal pour l'employeur. Pourquoi on devrait chercher à tout prix ce grand travail qui a l'air assez intense? C'est une excellente question. En fait, parce que le bon travail, c'est un état de stase. C'est très confortable, c'est sécurisant, mais c'est totalement figé. Il n'y a pas de croissance. Aucune. Le grand travail implique la nouveauté, l'audace et, par conséquent, Le risque de se planter. le risque d'échouer. Oui, sans cette friction, il n'y a pas d'évolution possible. Et d'ailleurs, il y a un concept fascinant dans les sources qu'on a étudiées concernant l'évolution de nos tâches. C'est ce qu'on nomme le syndrome de l'iPod. Attends, le syndrome de l'iPod, genre le vieux lecteur MP3 des années 2000, quel est le rapport avec nos carrières? C'est une métaphore sur la perception de l'innovation. Souviens-toi quand le tout premier iPod est sorti. Oh oui, avec la petite molette, c'était une révolution absolue.
De la magie. C'était clairement le fruit d'un grand travail de la part d'Apple. Mais quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la nouveauté s'est dissipée. Tout le monde en avait un, c'est devenu complètement banal. Exactement. C'est devenu la norme. Et il en va exactement de même pour nos carrières. Le projet audacieux qui nous terrifiait et nous stimulait à fond l'année dernière, notre fameux grand travail finit toujours par être maîtrisé. L'incertitude disparaît. Et l'excitation avec. Donc, ce projet se dégrade inévitablement pour devenir du simple bon travail. Ah, c'est fou ça. Donc la quête du travail d'exception n'est jamais vraiment terminée en fait. C'est une ligne d'horizon qui recule sans cesse. C'est tout à fait ça. Ça me fait penser à une métaphore culinaire. Le bon travail, ce serait comme manger ses légumes. C'est brocoli du midi, ouais. Voilà, c'est nutritionnellement indispensable, ça maintient en vie, c'est très sain, mais le grand travail, c'est l'épice. Sans les légumes, le corps lâche, mais sans l'épice, L'esprit s'ennuie à mourir. voilà, c'est une super analogie. Mais du coup, il y a un vrai problème. Si ce travail d'exception est si instable, si risqué, et qu'il remet tout en cause, l'entreprise ne doit pas le voir d'un très bon œil ici. Et voilà, le grand paradoxe corporatif. C'est vraiment le cœur du problème. Les organisations clament sur tous les toits qu'elles veulent de l'innovation, du dépassement, des disrupteurs. Mais dans les faits, Dans les faits, structurellement, une entreprise fonctionne exactement comme un système immunitaire biologique. ouais, c'est intéressant ça. Comment ça? Son but premier, c'est la prévisibilité. C'est l'efficacité et la survie à court terme. Donc, le bon travail, c'est son état de santé normal. Et le grand travail, avec son lot d'incertitudes, de nouvelles idées qui bousculent les processus, Il est perçu par le système immunitaire de l'entreprise comme un virus, littéralement. incroyable. Même si cette mutation est bénéfique à long terme pour la survie de la boîte, la réaction initiale de la hiérarchie ou des collègues, c'est souvent de l'attaquer ou de l'étouffer pour protéger le fameux statu quo. C'est implacable comme mécanique. Et ça soulève un obstacle gigantesque pour nous, les employés. C'est bien beau d'identifier ce grand travail sur le papier, mais comment on l'exécute dans un environnement qui est complètement obsédé par les résultats trimestriels? Sans passer pour le mouton noir qui veut tout casser, tu veux dire. Exactement. Comment on fait pour ne pas risquer sa place? La clé, et c'est très bien expliqué dans notre documentation, elle réside dans l'introspection stratégique. Bien avant de tenter de révolutionner la boîte, il faut déjà cartographier sa propre situation. On commence par soi-même. Oui, et pas besoin de semaines de psychanalyse, hein. Un stylo, une feuille, et 5 minutes suffisent pour estimer la répartition de son énergie actuelle. D'après les chiffres qu'on a vus, la moyenne se situe généralement entre 40 et 80% de bon travail, c'est ça? C'est ça, avec une part souvent étouffante de mauvais travail et un pourcentage minuscule, voire totalement nul de grand travail. Et l'objectif, j'imagine, c'est pas de passer à 100% de grand travail d'un coup. Surtout pas, ce serait totalement insoutenable nerveusement et l'entreprise ne le permettrait pas. L'idée, c'est juste de déplacer légèrement le curseur. D'accord, mais comment on sait vers quoi déplacer ce curseur? La méthode la plus fiable, c'est de disséquer ses propres réussites passées. Il faut chercher les indices dans nos moments d'apogée professionnel. Attends, quand tu dis apogée, on parle des moments où on a eu une augmentation ou une médaille du meilleur employé? Non, justement pas. Il s'agit des instants où on s'est senti profondément aligné, vivant, à notre place. C'est très interne comme ressenti. Mais du coup, j'ai une question. Que se passe-t-il si ces moments d'apogée n'ont absolument aucun lien avec notre poste actuel? C'est-à-dire, Prenons un exemple. Imaginons une personne dont le souvenir professionnel le plus vibrant, c'est d'avoir conçu de A à Z une retraite créative pour son équipe il y a 5 ans. d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, cette même personne est coincée dans l'analyse de tableaux de données financières toute la journée. Le fossé semble juste impossible à combler. Elle ne va pas organiser une retraite pour des fichiers Excel. C'est un super exemple. Et c'est là que l'approche de la spécialiste des carrières Penelope Trunk est lumineuse. Elle explique que le travail d'exception, c'est un état interne. Totalement indépendant de la description de poste sur la fiche de paye. Totalement. Dans ton exemple de l'analyste financier, l'erreur monumentale, ce serait de chercher à organiser une nouvelle retraite créative pour retrouver cette flamme. Parce que ça n'a aucun sens dans son contexte actuel. Voilà, ce qu'il faut extraire du souvenir de cette retraite, ce ne sont pas les actions logistiques, mais les comportements sous-jacents. Les traits de caractère dominants au moment de l'action. Exactement. Est-ce que ce qui la faisait vibrer, c'était la collaboration audacieuse? Ou peut-être l'aptitude à relier des concepts qui n'ont rien à voir entre eux? Ok, je vois. On isole ses verbes et ses adjectifs.
Et le défi ensuite, c'est d'injecter consciemment ces comportements spécifiques dans l'analyse financière. Donc, comment transformer une présentation de données super arides en une session de résolution de problèmes collaborative? C'est tout à fait ça. Le sens ne réside jamais dans la tâche elle-même, mais dans la manière dont on décide de l'aborder. C'est hyper puissant comme renversement de perspective. Donc, la boussole interne est calibrée, on sait quel comportement on cherche à activer, mais maintenant, l'application externe, où est-ce qu'on regarde? Pour trouver les opportunités de grand travail, Oui, comment on choisit sa cible dans le bureau pour que ça ait un vrai impact? Eh bien, c'est là que ça devient fascinant. Il faut chercher ce qu'on appelle les moustiques de la vie de bureau. Les moustiques, les trucs qui piquent et qui empêchent de dormir. Exactement. Les agacements chroniques. Tu vois, ce processus de validation qui prend 3 semaines alors qu'il devrait prendre 2 heures. Ah ouais. Ou cette réunion hebdomadaire du mardi matin qui draine le moral de absolument tout le monde. Ou l'outil logiciel qui est tellement mal configuré que tout le monde perd des données. Ces ondes de friction, ces trucs qui sont manifestement cassés, ce sont en réalité des gisements de grand travail complètement déguisés. Mais on ne peut pas se lancer dans toutes les batailles. Si je commence à réparer l'imprimante, changer le logiciel et annuler les réunions, je vais juste faire un burn-out. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer sur n'importe quel moustique. Il y a un outil très simple pour ça, une matrice. On croise 2 choses. D'un côté, ce qui compte profondément pour soi. Nos fameux comportements sous-jacents dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et de l'autre côté, ce qui revêt une importance stratégique réelle pour l'organisation. Le point de convergence entre les deux, c'est notre terrain de jeu idéal. C'est là qu'on peut faire bouger les lignes sans se faire rejeter par le système immunitaire. La théorie est limpide. Mais il y a une zone dans cette matrice qui me pose un sérieux problème. Laquelle? Que fait-on des tâches qui sont d'une importance capitale pour la direction, mais qui pour nous relèvent du mauvais travail le plus absolu, genre les obligations administratives sans fin, le reporting quotidien? On ne peut pas juste dire « non merci, c'est pas un grand travail ». Ah, ça. C'est là qu'intervient une approche tactique vraiment à contre-courant. C'est l'art de la paresse stratégique. Attends, la paresse stratégique, ceci, ça me paraît incroyablement dangereux. Si mon manager s'aperçoit que j'applique de la paresse sur un dossier important pour lui, c'est la voie express vers la porte, non? Le terme est provocateur, je te l'accorde. Mais le mécanisme, c'est simplement de la gestion d'énergie vitale. La consigne, ce n'est surtout pas de refuser de faire la tâche, c'est d'arrêter consciemment de surdélivrer. De faire du zèle, en gros. Voilà. Il s'agit de fournir un travail qui est simplement adéquat. Pour bien comprendre, on peut utiliser l'excellente métaphore de l'infirmière de triage aux urgences. Ah oui, l'infirmière de triage, j'adore cette image. En fait, quand un patient arrive aux urgences avec une simple égratignure au genou, l'infirmière ne déclenche pas le code rouge. Ne mobilise pas 3 chirurgiens et un bloc opératoire pour un bobo. Exactement. Elle nettoie, elle met un petit pansement et hop, elle passe à la suite. Pourquoi? Parce qu'elle sait pertinemment qu'une véritable urgence vitale comme une crise cardiaque peut franchir les portes de l'hôpital à n'importe quel moment. C'est ça. Elle conserve précieusement les ressources du système pour ce qui nécessite un impact maximal. Et si on transpose ça au bureau? Eh bien, traiter chaque email, chaque petit rapport de routine avec un perfectionnisme absolu, c'est comme utiliser un bloc opératoire pour une égratignure. C'est un gaspillage de ressources phénoménal. Ça épuise toutes nos réserves mentales. L'auteur Seth Godin va d'ailleurs très loin dans cette analyse. Il dit que le principal ennemi du travail d'exception, c'est pas le manque de talent. C'est le conformisme. L'acceptation de la médiocrité ambiante. Oui. Et surtout, le perfectionnisme mal placé sur des tâches sans valeur, c'est une forme de lâcheté, en fait. Ah ouais. Le mot est fort, oui. Mais c'est vrai. On se réfugie dans la suroptimisation de ce qu'on connaît pour éviter d'avoir à affronter l'inconnu du grand travail. Si on passe 3 heures à ajuster la police d'un PowerPoint inutile, On vole 3 heures à la création d'une idée qui aurait pu changer la donne. C'est une façon assez brutale mais nécessaire de voir les choses. Le perfectionnisme comme bouclier. complètement. Bon, supposons donc qu'on ait réussi notre triage, on a récupéré du temps, on a identifié un super projet de grand travail. Le moment de faire le grand saut arrive. Et là, c'est la paralysie totale. Ah, la peur de l'inconnu. Viscérale, comment on la surmonte? La psychologie du passage à l'action propose de mesurer ce projet sur ce qu'on appelle l'échelle du courage. Tu sais, le cerveau humain, il cherche toujours la sécurité. Il n'aime pas le danger? Si le projet est trop facile, pas d'engagement neurologique, on s'ennuie. S'il est perçu comme suicidaire pour la carrière, le cerveau déclenche la paralysie pure et simple. L'objectif, c'est de trouver la zone de boucle d'or. L'espace situé juste à la lisière entre ce qu'on sait faire et l'audace totale. Exactement. Et le marqueur physique de cette zone est super clair. En pensant à ton idée,
Ton rythme cardiaque s'accélère légèrement. Tu as une petite boule dans le ventre, un mélange de vulnérabilité et d'excitation. C'est la preuve biologique que le projet en vaut la peine. Mais même dans cette zone idéale, le risque d'échec est là. Quand le cœur s'accélère, c'est souvent parce qu'on imagine le pire. La présentation qui tourne au drame public, la réputation ruinée, c'est dur de lutter contre ça. C'est un biais cognitif très classique. Face au risque, notre esprit ne construit que deux récits opposés. L'histoire numéro 1, le scénario idéal, le succès planétaire. On est porté en triomphe. Voilà. Et l'histoire numéro 2, le scénario catastrophe dont tu parles, l'effondrement absolu. Le carton sous les ponts. C'est ça. Et ce dualisme fausse tout, car par instinct de survie, le cerveau donne toujours plus de poids au scénario catastrophe. Pour déjouer ce piège, il faut utiliser la technique des 3 histoires. Il y a une troisième histoire? Et c'est la plus cruciale, c'est l'histoire du train-train quotidien. L'histoire où l'on choisit de ne rien faire. L'immobilité. L'histoire où la peur gagne, où l'on reste bien sagement dans le bon travail sécurisant. Et que se passe-t-il? Les semaines deviennent des mois, les mois des années. On s'ennuie. Les capacités s'atrophient, le cynisme s'installe. Et quand on prend vraiment le temps de visualiser en détail les conséquences psychologiques de cette stagnation, On réalise que c'est beaucoup plus effrayant qu'un simple échec sur un projet. infiniment plus tragique. Un échec cuisant, ça apporte des données, on apprend des choses. L'immobilité, ça n'apporte que des regrets. Rendre la peur de l'inertie plus terrifiante que la peur du risque. C'est un levier psychologique hyper puissant. Mais concrètement, une fois ce levier actionné, comment on s'organise? Parce qu'on est toujours au bureau, entouré de nos moustiques et de nos collègues. C'est là qu'on fait appel aux spécialistes de la productivité. Léo Babauta, par exemple, a une approche très brutale mais super efficace. Étape 1. Sélectionner cet unique projet d'exception. Étape 2. Se couper du monde. Radical. Couper les connexions, fermer la porte, bloquer des plages horaires non négociables dans l'agenda. Parce que sinon, le système immunitaire de l'entreprise vient nous rattraper avec des égratignures à soigner. Exactement. L'auteur Chris Guillebeau partage cette ligne dure. Lui, il conseille carrément d'esquiver la majorité des réunions. Ah oui, il les considère comme les véritables assassins de l'innovation, c'est ça? Les prédateurs absolus du grand travail. Créer une forteresse temporelle, c'est indispensable pour la concentration profonde. Par contre, et c'est très important, prôner un isolement total du début à la fin serait une erreur monumentale. Ah bon, mais on vient de dire qu'il fallait se couper du monde. Pour la conception, oui, mais le grand travail ne naît presque jamais d'un génie solitaire dans sa tour d'ivoire. C'est l'autre face du courage. Il faut la bravoure de se lancer, mais il faut aussi l'humilité radicale de demander de l'aide. Ah, je comprends. Pour naviguer dans la politique de l'entreprise. Voilà. Il faut cartographier ses alliés, demander des retours critiques, recruter des sponsors en interne. Donc en résumé, la bulle de concentration sert à formuler la vision, mais la collaboration ouverte sert à la concrétiser dans le monde réel. L'isolement protège l'idée, les alliances la font survivre. C'est le résumé parfait. Pour regrouper toutes ces réflexions, le fil conducteur de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment de briser le mythe du grand soir professionnel. Pas besoin de tout quitter avec fracas. Non. Accomplir un travail remarquable, c'est plutôt un rééquilibrage chirurgical au quotidien. Dire oui à ce qui résonne en soi, appliquer la paresse stratégique sur ce qui draine notre énergie et utiliser la peur de la stagnation comme carburant. Et pour clore cette réflexion, j'aimerais partager une dernière pensée du chercheur Till Herson. C'est sans doute le changement de paradigme le plus déstabilisant de toutes nos sources. Oh, j'écoute. Une fois le projet lancé, l'audace trouvée, les alliés rassemblés, il suggère que le secret ultime pour atteindre l'exceptionnel, c'est abandonner totalement toute attente quant au résultat final. Attends, quoi? Comment on peut abandonner l'attente du résultat? La définition même de notre monde professionnel, c'est l'obsession du retour sur investissement, des KPI et des objectifs. Et c'est justement cette obsession des métriques qui nous enferme dans le bon travail. L'anticipation anxieuse du résultat bride l'audace. Inconsciemment, on commence à lisser le projet, à le modifier pour garantir qu'il soit approuvé par le boss. On s'auto-censure pour être sûr de plaire. Exactement. Urson utilise l'analogie du jardinier. Un jardinier prépare le sol, il plante ses graines, il arrose, il protège tout ça avec une attention totale. Mais il ne peut pas forcer la plante à pousser en tirant sur ses feuilles. C'est ça. Il s'investit passionnément dans le processus, mais il ne contrôle pas l'issue.
Aborder le grand travail de cette manière, s'investir pour la beauté et le sens de l'action elle-même, en se détachant des attentes de récompense de l'entreprise, ça libère une créativité extraordinaire. C'est hyper paradoxal. L'ironie, c'est que c'est souvent cet abandon de la pression qui produit les résultats les plus remarquables. L'obsession du but paralyse l'esprit, l'amour du processus le libère. S'investir dans le geste plutôt que dans la récompense. C'est une réponse tellement puissante à l'absurdité de l'hyperproductivité moderne. C'est l'antithèse absolue de notre fameux vendredi soir à 60 heures par semaine. Carrément. C'est reprendre le contrôle. Au lieu de courir après des mirages sur un tapis roulant, il s'agit de cultiver son propre territoire avec intention. Voilà une pensée provocatrice à méditer. Il est grand temps de fermer ces boîtes de réception interminables et de se demander très sérieusement quelles graines du travail d'exception on choisit de planter aujourd'hui.